Aujourd'hui, il va être question d'un sujet plutôt intriguant, puisqu'on va analyser en détail une des contrefaçons les plus réussies qui m'ait été donné de voir sur un produit électronique grand public. Et le produit en question est le casque audio Bluetooth à réduction de bruit active Apple AirPods Max. Et au moment où je tourne ces images, Apple vient juste d'annoncer que la version 2 sera disponible à partir du mois d'avril. Il s'agit d'un excellent casque premium qui coûte un petit peu moins de 600 € et qui a été mis sur le marché en décembre 2020. Et parmi ses concurrents, on trouve le Sony XM6, le Bose QC Ultra 2 et le Bauer & Wilkins PX8. Le casque qui est dans cette boîte est la contrefaçon et celui-ci est un AirPods Max officiel. Et bien entendu, je ferai la comparaison en bonne et due forme de leur électronique et de leurs composants. Mais auparavant, je voulais remercier les deux personnes qui me les ont fait parvenir. Donc le casque officiel nous vient d'Alexandre qui réside à Volvic dans le Puy-de-Dôme. Et bien sûr, on parle bien de ce Volvic-là. Voilà. Personnellement, je suis plus Evian, mais bon, on s'en fout. Et c'est aussi important d'alterner et pas toujours boire la même marque. Et celui-ci, donc la contrefaçon, nous a été fourni par Romain qui habite à Lisieux dans le Calvados. Justement, avant d'attaquer dans le gras, je vais vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez comment Romain en est arrivé à la conclusion sans aucune certitude qu'il s'agit d'une contrefaçon. Il fait l'achat de ce casque depuis une plateforme de revente entre particuliers, mais l'achat se fait en main propre, ce qui lui permet de le voir et de le tester dans les grandes lignes avant de conclure. Pendant son test, il constate que la qualité du son est bonne, la boîte, le packaging et les accessoires semblent authentiques. Le casque s'est appairé du premier coup sur son iPhone, la synchronisation avec son compte Apple est effective, et il est bien reconnu sur iCloud comme un AirPods Max. Et je vous confirme que quand on observe le produit de l'extérieur, même dans les moindres détails, il est absolument impossible de savoir qu'on aurait éventuellement affaire à une potentielle contrefaçon. Donc tous les signaux qui indiquent que c'est un authentique AirPods Max sont au vert, on est d'accord. Par conséquent, Romain conclut l'achat et repart avec son casque sous le bras. Mais un peu plus tard, il remarque un petit détail qui a son importance. Les mises à jour du firmware se soldent systématiquement par un échec. Le casque ne réussit jamais à se mettre à jour. Il contacte alors le SAV d'Apple qui, après quelques échanges, accepte de le prendre en charge pour fixer le problème. Donc il le leur envoie. Sauf qu'assez rapidement, le casque lui revient avec un refus de prise en charge par le SAV pour cause de modifications inappropriées suite à l'ouverture du produit. Le problème, c'est que Romain ne l'avait évidemment jamais ouvert. Mais il n'a jamais pu avoir davantage d'informations de la part du SAV pour comprendre ce que ça sous-entendait. Et comme il ne voulait pas lâcher l'affaire, il a cherché à en savoir plus en se rendant physiquement dans un SAV agréé Apple où il a pu s'entretenir avec un technicien. Vous savez, un humain avec des mains, une bouche et un cerveau, et pas un bot qui vous parle à travers une console en ligne. Et l'explication qu'il a obtenue est intéressante. Il semblerait que le SAV reçoive parfois des AirPods Max présentant ce genre de problème et qui sont en fait des pures contrefaçons dans lesquelles l'électronique n'a plus rien à voir. Bref, voilà pour le background. En tout cas, le casque fonctionne correctement, y compris avec un smartphone Android. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on passe à la suite. Et ça commence par un cliché au rayon X des deux casques pour faire une première comparaison de leur structure interne et voir si on décèle déjà une différence. Et quelque chose me dit que ça va bien être le cas parce que j'ai déjà remarqué un détail qui m'a mis la puce à l'oreille. Écoutez bien. Là, ça sonne assez consistant. Maintenant, écoutez avec la contrefaçon. Vous sentez comment ça sonne creux? Et pourtant, je mesure la même masse pour les deux, un peu au-dessus de 390 grammes. C'est donc plutôt intriguant, mais le passage au rayon X devrait déjà révéler ce qu'on a besoin de savoir. Et avant de rentrer dans les détails, voici ce que donne le cliché du casque officiel, celui d'Alexandre. Et attention, vous êtes prêts? Voici la contrefaçon de Romain. Donc, on comprend désormais pourquoi le SAV d'Apple lui a renvoyé ce produit. Ça n'est un AirPods Max que de l'extérieur, mais pas du tout de l'intérieur. Et quand on les superpose, c'est encore plus flagrant, mais maintenant, on va le faire de façon plus détaillée en observant des zones précises. Par exemple, si on regarde dans la partie supérieure gauche de la coque gauche du casque, donc ici, on se rend compte qu'il manque beaucoup d'éléments dans la contrefaçon, notamment ce qui semble être les micros, mais on constate aussi qu'au niveau du mécanisme de la charnière, c'est plutôt très minimaliste dans la contrefaçon. Et il en va de même dans la partie droite, les éléments des micros sont absents, mais surtout ce qui semble être ici un circuit imprimé n'existe tout simplement pas dans la contrefaçon.
Bon, il me paraît évident qu'on va trouver le même type d'aberration dans la coque droite. Par exemple, si on se met juste au-dessus de cette zone, la différence entre l'original et la contrefaçon est énorme. Alors bien sûr au centre on a le haut-parleur, mais je remarque plutôt que sur les côtés, ici dans la contrefaçon, il y a des éléments métalliques pleins vu leur densité, et ça ne semble pas être le cas dans l'original, parce que ce qui est à la même place ressemble plutôt à des batteries. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas dans la partie inférieure, on voit un circuit imprimé par-dessus un élément métallique très dense, alors que dans l'original, il y a un circuit imprimé qui couvre toute cette zone. Bref, et quand je disais tout à l'heure que de l'extérieur il est très difficile de déterminer qu'on a affaire à une contrefaçon, en voilà une preuve de plus. Les faussaires sont même allés jusqu'à utiliser le même type de vis miniature que l'original, dont l'empreinte n'est d'ailleurs pas très courante, et qui en plus est très fragile et a tendance à se détériorer si la force qu'on y applique est trop grande. Je commence donc par ouvrir le casque contrefait. Alors en effet, une fois ouvert, la déception est difficile à cacher, c'est encore plus vite que ce que j'imaginais, je vais avoir pas mal de choses à en dire, et on a désormais la preuve que l'électronique embarquée n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouvera dans l'AirPods Max original. Et il en va de même évidemment pour les haut-parleurs. Je vous ai épargné la séquence de dévissage du casque original qui, je le précise, n'est plus du tout fonctionnelle et pas réparable, c'est pour ça qu'Alexandre me l'a envoyé. Voici donc la première chose que l'on peut observer lorsqu'on ouvre un AirPods Max officiel, et comme vous pouvez le constater, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, les voici côte à côte, je pense que même ceux qui n'y connaissent pas grand chose en électronique peuvent constater à quel point le contenu du casque original diffère de celui de la contrefaçon. Et bien entendu, c'est à partir de maintenant qu'on va entrer dans le détail. Petite précision quand même, pour cette vidéo, je ne vais pas aller aussi loin dans l'analyse de l'électronique et de la circuiterie que ce que je fais habituellement pour une vidéo qui est dédiée à ça. Là, je vais surtout le faire pour vous montrer jusqu'à quel point l'électronique du casque contrefait n'a rien à voir avec celle de l'original. Je vais justement commencer par désosser le casque original pour que vous soyez bien conscient de toute la complexité de sa conception et de son électronique, ce qui nous permettra ensuite de mesurer l'écart vertigineux qu'il y a avec la contrefaçon, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà tous les éléments que j'ai extraits du casque Apple et qu'on va observer un peu dans le détail. On a donc les deux platines électroniques avec un degré d'intégration de composants assez conséquent, les deux caches des haut-parleurs qui contiennent aussi le capteur de proximité et un micro MEMS, les deux haut-parleurs de conception fermée, le bloc contenant l'antenne Bluetooth et un autre micro MEMS, et la batterie au lithium à double corps. Ce sont d'ailleurs deux batteries rechargeables de 3,81 volts pour 664 mAh chacune. Il reste encore d'autres éléments dans la coque qui ne sert à rien de retirer, et en l'occurrence les trois autres micros de chaque côté qui sont situés dans les coins mais qu'on ne voit pas directement parce qu'ils sont placés derrière des caches. Et on peut aussi observer que la construction de la charnière qui maintient l'arceau et permet à la coque de pivoter est d'excellente qualité. Petit coup d'œil au bloc antenne pour voir ce qu'il contient. Alors apparemment l'élément en plastique ne contient rien, en revanche l'antenne est placée sur la périphérie et sur toute la longueur. On passe maintenant cette première platine sous le microscope pour analyser un peu son architecture. Je ne vais mettre en évidence que les plus importants circuits intégrés parce qu'il y en a trop, et parmi eux on trouve ce chargeur de batterie SN2501, on a aussi l'accéléromètre gyroscope sur 6 axes, l'unité qui agglomère les données pour la fameuse puce H1 et ce microcontrôleur STM32L, on trouve un FPGA sans doute comme unité de calcul pour le système on chip H1, et d'ailleurs le voici, c'est un peu le cerveau de ce casque qui gère d'ailleurs aussi la communication Bluetooth. Au-dessus, on a deux puces pour le traitement audio et notamment un ampli de classe D et un autre pour les codecs audio, et enfin de la mémoire flash NAND dans laquelle se trouve le firmware et toutes les données stockées pour le système. On passe à l'arrière, et c'est sur cette face que sont regroupés tous les connecteurs reliés aux boutons, micro, capteur et batterie. On a un important circuit intégré ici qui est en charge de la gestion de l'alimentation de la plupart des processeurs qui se trouvent de l'autre côté. On a d'ailleurs une puce dédiée seulement à la gestion de l'alimentation du FPGA. On peut aussi noter la présence d'un contrôleur de charge qui monitore le port USB-C et qui est en mesure de communiquer avec le chargeur branché sur ce port. Du reste, il y a beaucoup de petits circuits intégrés analogiques dédiés à l'électronique de puissance pour les tensions et les courants, mais ça n'aurait pas grand intérêt de les évoquer ici. La seconde platine contient un coffret de blindage électromagnétique ici que je vais devoir retirer pour qu'il ne nous gêne pas pendant la brève analyse au microscope que je vais faire de ses composants.
et comme on peut le constater, il abritait quand même pas mal de monde. C'est donc la platine située dans le côté gauche du casque. J'ai posé un cercle rouge au-dessus du connecteur de l'antenne Bluetooth pour le repérer. Et ce sera aussi sur cette face que sont regroupés tous les connecteurs. Mais vous allez surtout remarquer qu'on va y retrouver quasiment tous les circuits intégrés que je viens de mentionner sur le premier circuit imprimé. Et c'est tout à fait logique puisque le traitement audio se fait en double dans le casque étant donné qu'il y a un côté droit et un côté gauche et autant de micros pour la réduction de bruit active de chaque côté. Il y a cependant des échanges numériques et analogiques indispensables entre les deux côtés puisque la gestion des batteries et des boutons de commande s'opère du côté droit alors que l'antenne est câblée et opérée du côté gauche. De l'autre côté, à l'instar du précédent circuit imprimé, il y a beaucoup moins de composants présents, c'est d'ailleurs une face qui est quasiment intégralement dédiée à de l'électronique de puissance pour cette platine, c'est-à-dire beaucoup de régulation de tension et de conversion de courant continu. Entre ces deux platines, j'ai recensé un petit peu plus de 60 circuits intégrés significatifs, ce qui est beaucoup, et comme vous l'avez constaté, les plus importants se trouvent sur les deux circuits, parce que les côtés droite et gauche ont leur propre unité de traitement autour de la puce H1 d'Apple, qui est donc forcément dupliquée sur les deux côtés. Maintenant, voyons ce qu'il en est de la contrefaçon. Première surprise, ceci est censé être le capteur de proximité, eh bien il n'y en a pas de ce côté, ils en ont juste mis sur le côté gauche du casque comme on peut le voir ici. Ça veut dire qu'ils n'utilisent que le côté gauche pour savoir si vous avez le casque sur la tête. Vous voyez ici ce que ça donne sur celui de l'AirPods Max, mais ce qu'on remarque surtout c'est qu'il y a aussi un micro MEMS au centre pour analyser le feedback qui va servir à la réduction de bruit active, micro qui n'est pas du tout présent sur celui de la contrefaçon. Mais c'est même pire que ça, non seulement il n'y a aucun micro à cet emplacement, mais comme vous allez le voir, il n'y en a même aucun pour la réduction de bruit active, alors que c'est pourtant un des gros points forts du casque d'Apple. Mais pour cette contrefaçon, cette fonctionnalité n'existe plus. Pour ce qui est de la batterie au lithium, on se contentera de celle-ci qui peut fournir 500 mAh. Mais ce qui est le plus choquant, c'est qu'ils ont ajouté des masses de chaque côté du casque pour faire en sorte que cette contrefaçon ait le même poids que l'AirPods Max officiel. C'est grâce à ça que j'ai pu retrouver les 394 grammes en question, ils ont même pensé à ça. Voilà, il y a en tout et pour tout une batterie au lithium et ces deux petites platines en guise de circuiterie électronique. La batterie de 500 mAh vient donc alimenter ce système conçu à partir de ce chipset BT8892E du fabricant chinois Bluetrum dont je n'avais auparavant jamais entendu parler et qui visiblement ne développe que des circuits intégrés pour des produits du marché chinois, donc on est bien loin du design de puce Apple. Alors comme il n'y a aucun datasheet public, les infos que j'ai pu glaner sur cette puce sont les suivantes. Il est basé sur un CPU 32 bits probablement d'architecture ARM intégrant des instructions de traitement du signal numérique. Il dispose de 4 Mb de mémoire flash interne, c'est évidemment ici qu'est stocké son firmware puisqu'il n'y a pas d'autre mémoire flash sur le circuit. Il est compatible Bluetooth 5.4 et BLE, il intègre un DAC et un ADC à 3 canaux mais aussi 3 entrées micro et son taux d'échantillonnage peut grimper jusqu'à 48 kHz. Bref, on n'est pas dans du grandiose. On trouve à côté son quartz de 26 MHz pour le cadencer et juste en face de l'autre côté ici se trouve l'antenne puce céramique pour l'émission réception radio Bluetooth. Le haut-parleur droit se connecte ici, puis on a le connecteur pour le port USB-C et un micro, et un second à côté pour y brancher le bouton de contrôle et la couronne numérique du casque. Ensuite, il y a un petit bloc ici dont le rôle est le chargement de la batterie au lithium, avec notamment ce chargeur linéaire CL4056E pour batterie monocellulaire qui utilise la puissance électrique provenant du port USB-C. Et c'est à partir de ces deux points de soudure que le courant est envoyé au second circuit imprimé pour l'alimenter, mais il n'y a aucune connexion numérique directe entre les deux circuits, ils sont indépendants l'un de l'autre. D'ailleurs, voici le second circuit imprimé qui, comme vous pouvez le voir, est encore moins peuplé en composants que le premier. Mais on retrouve ici exactement le même chipset BT8892E cadencé par le même quartz de 26 MHz et aussi avec la même antenne puce céramique pour le Bluetooth 2,4 GHz. Chaque côté du casque a donc exactement le même bloc central, l'un s'occupe du côté gauche et l'autre du côté droit de la stéréo. En tout cas, comparé à la quantité astronomique de circuits intégrés qui se trouvent dans l'AirPods Max et qui sont nécessaires pour tous les traitements numériques qu'il fait en temps réel, ici on se contentera de seulement 3. Et au niveau de la coque, on voit bien la présence de trous derrière lesquels sont censés être les micros pour la réduction de bruit active, sachant que dans le casque officiel, il y en a 3 par côté plus 1 pour la captation de la voix, soit 8 en tout.
Eh bien ici, il faudra se contenter uniquement des micros pour la captation de la voix qui se trouvent à cet emplacement. Alors ça n'a rien d'un oubli, c'est un choix délibéré parce que l'implémentation de ce genre de technologie nécessite un design électronique beaucoup plus compliqué et donc plus cher que celui qui est employé ici. Et comme j'avais même un doute sur la présence du second micro, j'ai retiré l'élément de la coque pour le désosser et voir s'il est bien là. Il est censé se trouver derrière ce petit cache. Ok, bon, je confirme, il y a bien un second micro MEMS pour la captation de la voix. On a le micro ici, le port USB-C ici et la LED RGB ici. Pour terminer sur cette boucherie, j'ai mesuré l'impédance d'un de ces haut-parleurs. Alors, Apple n'a jamais officiellement communiqué là-dessus, mais l'impédance d'un haut-parleur de AirPods Max, ici, serait de 32 ohms. J'ai donc voulu voir si celle d'un haut-parleur du casque de contrefaçon s'en approchait. J'ai effectué 4 mesures, une à 100 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz et 10 000 Hz en utilisant une résistance de 100 ohms en série avec le haut-parleur. La moyenne des 4 impédances calculées donne 33,4 ohms, ce qui est acceptable. Au moins, les haut-parleurs ne sont pas complètement pourris. Bon voilà, vous avez pu voir en long, en large et en travers à quoi ressemble une vraie contrefaçon de ce casque d'Apple. Donc méfiez-vous auprès de qui vous l'achetez, et surtout si c'est pas du neuf. Et pensez bien qu'il y aura aussi des contrefaçons pour la version 2 qui sort bientôt. Les éléments extérieurs comme le packaging, la coque, l'armature, le mesh, etc. semblent authentiques, et à mon avis ils le sont s'ils proviennent de la même usine que ceux qui fabriquent le casque. Mais toute l'électronique est complètement bidon, et les haut-parleurs ne sont pas du tout officiels. Même la sacoche en forme de soutif, dans laquelle on met le casque pour le protéger, est identique à celle qu'on trouve dans un packaging officiel. Et il faut bien comprendre que l'électronique qui est dans cette contrefaçon, et j'inclus les haut-parleurs, est du niveau de celle qu'on peut trouver dans un casque Bluetooth chinois vendu 20 € sur des boutiques en ligne. Vous imaginez la marge qu'ils doivent se faire avec une contrefaçon qu'ils vendent au prix fort, alors que l'ensemble, incluant le packaging, ne coûte que quelques dizaines de dollars à produire. Donc tout ça semble être un business bien organisé parce que, mine de rien, entre la production de la contrefaçon et sa distribution via des réseaux parallèles, eh ben, ça nécessite une bonne organisation. Donc ça n'est certainement pas des amateurs. Et de l'autre côté, vous avez pu voir l'intérieur d'un vrai AirPods Max avec une qualité de fabrication et un choix de composants premium et une électronique aux petits oignons pour un produit grand public. Mais ça on le sait, Apple sait très bien faire. Voilà, je pense qu'on peut en rester là. À propos, j'avais bien fait lors de la dernière vidéo de demander aux gens de vérifier s'ils étaient toujours abonnés parce que beaucoup se sont rendus compte que ça n'était plus le cas sans savoir pourquoi. La prochaine vidéo arrivera dans 2 semaines. En avril, vous allez avoir droit à 2 vidéos et les deux devraient faire plaisir aux amateurs de machines vintage. Je fais pas souvent de vintage sur la chaîne, mais là, vous en aurez pour votre argent. Surtout que c'est gratuit. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.